Le monde est en feu. Le Népal, la Tanzanie, Madagascar, le Pérou, le Maroc, la Côte d'Ivoire. Partout ça bouge. Des peuples se lèvent, des systèmes s'effondrent, des régimes tombent. Mais aux États-Unis, en Europe, eh bien chut, silence. Rien du tout. L'Occident dort. Et pendant qu'on dort, le monde change. Et pendant qu'on scrolle, d'autres écrivent l'histoire. Et si toi aussi tu sens que quelque chose ne tourne plus rond, bah mets-moi un like. Parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est le monde qui bascule sous nos yeux. Commençons par un fait de notoriété publique. Le monde, il a changé en 2020. On a voulu nous faire croire que le Covid était avant tout une crise sanitaire. Kainan, 7 ans, ne retirera donc quasiment plus le masque en extérieur. Ce jeune garçon a de plus en plus de mal à supporter cette contrainte. C'est cassé le pied parce qu'on doit le porter tout le temps et surtout c'est parce que j'arrive plus à respirer et ça me fait transpirer. Allô? Ah mais t'es chiante. Tali, t'as 8 ans. So I follow around that balcony. So there has to be lines everywhere drawn, yes? And one of the lines is you cannot leave your balcony and you cannot go to someone else. Where it makes no sense, where it doesn't seem right to you, that is the line, and that's what the law is, yeah? And that's how it goes, yeah? Il y a eu la mascarade des masques, des confinements, des courbes de contamination, la fausse utilité des vaccins, et tout ça, ça a servi à dissimuler une réalité tout autre. Au-delà de l'orchestration politique, cette pandémie a réinitialisé les équilibres mondiaux. L'histoire retiendra d'ailleurs peut-être que ce virus a été le plus grand laboratoire social du XXIe siècle. Un test grandeur nature. Jusqu'où les populations accepteraient-elles d'être confinées, surveillées, réduites à des QR codes ? S'il faut passer par le pass sanitaire pour enrayer l'épidémie, allons-y quoi. Mais derrière cette mise à l'épreuve, un autre jeu se jouait, beaucoup plus vaste. La route de la soie, c'est le projet de Xi Jinping qu'il a lancé en 2017. Construire des infrastructures ou contrôler celles déjà existantes sur toute une ligne qui part d'ici et relie la Chine aux 4 coins du monde, y compris l'Amérique du Sud, des routes terrestres, des voies de chemin de fer et surtout des voies maritimes. Eh bien, pendant que les économies occidentales s'effondraient, la Chine, elle, rachetait le monde à prix cassé. Les ports, les mines, les terres agricoles, les entreprises technologiques. Et la Russie, elle, de son côté, profitait du chaos pour reconsolider ses alliances et tester la dépendance énergétique de l'Europe. Et c'est à ce moment précis que s'est formé le nouvel axe Est-Sud, celui qui allait briser la domination occidentale sur le monde. Donc la France-Afrique s'est effondrée en silence. Pas à cause d'un discours à l'ONU, ni d'une révolte populaire, non, à cause d'un simple basculement. Les pays africains ont enfin eu le choix. La Russie, la Chine, ils ont proposé ce que Paris n'a jamais offert. Des partenariats sans leçon de morale, des contrats clairs, des infrastructures concrètes. Donc il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas de sanctions, et en quelques années, le cœur du continent africain, qui est le plus riche en ressources naturelles, il s'est déplacé vers l'Est. Alors attention, en Afrique, on n'est pas dupes non plus. Les nouvelles forces, elles ne viennent pas par pure charité, mais après plus de 60 ans de chaos, il était temps de se débarrasser du parasite qu'est la France-Afrique. Tout ça en travaillant avec de nouveaux partenaires commerciaux. Alors aujourd'hui, du Mali au Niger, en passant par le Burkina, les militaires applaudissent Moscou. La Chine, elle, installe ses rails, ses fibres optiques et ses satellites. Pendant que la France regarde impuissante le rideau tombé sur 60 ans d'influence. Le Covid, il a accéléré aussi un autre phénomène, la numérisation totale de l'économie. Pas pour libérer les peuples, non, pour les cartographier. Pendant que les États dépensaient des milliards en aide, en plan de relance, la dette, elle explose, liant encore plus les nations à des créanciers invisibles. Et derrière chaque confinement, chaque application de traçage, il y avait un test. Jusqu'où peut-on aller pour contrôler sans qu'un peuple se révolte ? C'était pas un hasard. C'était un réalignement global, un reset de pouvoir. Et malgré ça, les États-Unis perdaient leur rôle de sauveur du monde libre et l'Europe montrait son incapacité à agir seule. Et dans le silence des laboratoires et des ministères, la Chine et la Russie ont rebattu les cartes. L'Occident sortait du Covid plus divisé que jamais, affaibli, paranoïaque, obsédé par les débats sociétaux, pendant que d'autres bâtissaient des routes, des alliances et des blocs économiques. L'Afrique, longtemps reléguée au second plan, devient soudain le champ de bataille principal. Non pas militaire, mais diplomatique, technologique et énergétique.
Et le plus ironique, c'est que le virus qui a paralysé le monde a réveillé les nations qui dormaient. Mets-moi d'ailleurs en commentaire si tu penses toi aussi qu'on s'est bien fait avoir par ce faux narratif Covid, et pense aussi à t'abonner parce qu'ici, il n'y a pas de langue de bois et on est là pour faire avancer les choses. Donc pendant que le reste du monde se bat, s'adapte, se réinvente, l'Occident, lui, il regarde ailleurs. Il juge, il commente, il prend parti pour des conflits lointains, souvent sans rien comprendre au contexte, au lieu de se concentrer sur ses propres problèmes. La démocratie, elle y est en train de mourir, discrètement, mais sûrement. En France, par exemple, 5 premiers ministres se sont succédés en moins de 3 ans, sans compter tous les passages en force. Et personne n'est choqué, mais ça donne encore des leçons de morale aux révolutionnaires. Aux États-Unis, lui, le fonctionnement même des institutions est paralysé par des blocages et des polarisations extrêmes. Donc pendant que les plateaux télé, les réseaux et les manifestants occidentaux débattent du genre, des mots ou des symboles, eh bien les vraies décisions, celles qui affectent la vie des citoyens, se prennent sans eux. Le peuple est spectateur, l'élite agit et le pays s'endort, convaincu qu'il est libre. La Palestine est devenue le centre du monde médiatique. Pas parce que les bombes tombent soudainement plus fort qu'avant, mais parce que cette fois, le narratif arrange tout le monde. Les peuples peuvent se défouler, les gouvernements se dédouaner, et les médias se refaire une image de résistance morale. Mais posons la question autrement. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette indignation soudaine alors que ça fait des décennies que la Palestine agonise ? Vous allez me répondre, oui, mais là c'est un génocide. Et c'est vrai, c'est horrible. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir dégager Netanyahou. Mais pourquoi cet élan ne s'applique pas au Soudan, au Yémen, au Congo, ou même à la Syrie ? Parce qu'en réalité, la compassion occidentale, elle est sélective et médiatiquement rentable. Quand un peuple souffre sans caméra, il n'existe pas. Mais quand un conflit sert à redorer une image, à soigner les consciences, alors il devient cause mondiale. Voici Goma, principale ville de l'est du pays. On distingue le mont Goma qui surplombe la ville et le lac Kivu, une région connue, on y reviendra, pour ses réserves en minerais. Cette province du Nord Kivu, elle fait l'objet d'un conflit, peu traité par les médias depuis plus de 30 ans, entre la RDC et le Rwanda. Le Rwanda, le Congo. Des millions de morts depuis 30 ans, dans une indifférence totale. Aujourd'hui encore, les Rwandais oppriment les Congolais, ils envahissent le Kivu, exploitent les mines d'or, de cobalt, de coltan, et tout ça, ce sont les minerais qui alimentent nos téléphones, nos ordinateurs et nos voitures électriques. Mais qui en parle ? Pas les plateaux télé, pas les grandes ONG, pas même les influenceurs. Non, parce que le Rwanda, c'est Paul Kagame, le chouchou des institutions internationales. Un homme qui a fait du contrôle politique un art, tout en vendant au monde l'image d'un pays propre et moderne. Et le Congo, lui, reste une plaie ouverte. Mais tant que nos iPhones continuent de vibrer, ça n'intéresse personne. Et regarde la guerre en Ukraine. Poutine et son peuple sont les méchants. On est en mode guerre froide 2.0, et pourtant plus personne ne parle du Donbass. Pendant 8 ans, on a fait comme si rien ne se passait. Des villages bombardés, des familles déplacées, des frontières qui bougent à coups de mensonges. Mais posons la question autrement. Qui a vraiment déclenché cette guerre ? Qui a armé qui ? Qui a promis des choses qui ne tiendraient jamais ? Et surtout, pourquoi ? On nous répète que c'est une guerre de valeurs, de démocratie contre autocratie. Mais depuis quand bombarde-t-on pour sauver des valeurs ? Depuis quand la liberté se mesure à la quantité d'armes livrées ? Le Donbass, c'est la preuve que l'Occident n'agit pas pour des principes, mais pour des intérêts, et qu'il a perdu jusqu'à la lucidité morale de ses propres mensonges. Et pendant qu'on brandit des drapeaux pour la Palestine, tout ça avec sincérité, c'est sûr, on ne regarde plus ce que nos propres gouvernements financent, soutiennent ou vendent en coulisses. Et c'est ça le piège, l'indignation sans responsabilité, la colère sans action, le bruit sans transformation. En Occident, les batailles sont tout autres, des guerres de genre, des polémiques sur un mot, une statue, une chanson. Et tout devient sujet à division. Les gens ne cherchent plus la vérité, ils cherchent une étiquette.
Je suis handi-queer, non-binaire, trans, ou trans non-binaire, ça fait peut-être un peu plus joli à entendre. Et après, je suis demi-aro, ACE et pan. Ça fait beaucoup. C'est quoi ça? Alors, moi je suis même pas tout à fait demi-aro, je suis plutôt grey-aro. C'est devenu un supermarché identitaire. Et le pire, c'est qu'on te dit « accepte-moi ou tu es un monstre ». Mais personne ne semble voir que cette hyper-tolérance est devenue une nouvelle forme d'intolérance. Car si tu refuses d'adhérer à ce délire collectif, tu es réac, fasciste et transphobe. Et au même moment, à Madagascar... Non, Fanny Rtsu, très engagée dans le mouvement Gen Z, nous ouvre ses portes. Voilà les toilettes. On vit avec ce qu'on a. Dans ce bâtiment, 2 salles de bain pour 70 personnes. On doit attendre notre tour longtemps. Notre chambre est juste à côté de la douche, mais parfois on a l'impression que c'est nous qui galérons le plus. Parfois on n'arrive pas à se doucher. Concernant l'eau, il y a des moments où elle est coupée le matin. Du coup, on remplit des bidons très tard le soir pour pouvoir se laver le matin. Pendant que sur les plateaux occidentaux... Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. 2 mondes, 2 réalités. Et un gouffre entre ceux qui luttent pour survivre et ceux qui s'inventent des combats pour exister. Et même les contes pour les enfants ont été réécrits. Blanche-Neige ne doit plus être blanche, Peter Pan n'a plus le droit de voler avec une fée mince, et la petite sirène, elle devient militante. Et on raconte plus d'histoires, on corrige des traumatismes imaginaires. C'est comme si d'un coup on avait honte d'avoir été humain avant d'être inclusif. Et le cinéma, qui était autrefois le miroir du monde, c'est devenu une salle de thérapie pour adultes en quête de validation morale. Et à force de vouloir représenter tout le monde, on représente plus personne. Et le vrai wokisme au départ, c'était noble. Rendre visibles les injustices, les inégalités, les discriminations. Mais le faux wokisme, celui d'aujourd'hui, c'est une mise en scène permanente, une façon d'éviter de se regarder en face. Parce qu'en fait, c'est plus confortable de dire « je souffre parce que la société me rejette » que d'admettre « je souffre parce que je ne sais pas qui je suis ». Et pendant que l'Occident se perd dans ses miroirs, le reste du monde, lui, reconstruit son destin. Le monde change, l'ordre mondial bascule, et l'Occident, lui, continue de croire qu'il contrôle encore les règles du jeu. Mais le jeu, il a changé. L'Occident n'a plus ni les mains, ni les ressources, ni la légitimité morale. Ces multinationales pillent encore, ces médias mentent encore, ces dirigeants prêchent encore la démocratie. Tout le monde a compris, le masque il est tombé. Les peuples du Sud l'ont vu, et aujourd'hui, ils obéissent plus. Regarde le continent africain. Les bases françaises ferment, les accords militaires s'effondrent, et la France-Afrique meurt à petit feu. À sa place, on a des alliances nouvelles, des partenariats beaucoup plus équilibrés. La Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie, le monde se réorganise sans demander la permission. Et pour la première fois depuis un siècle, l'Occident n'est plus indispensable. Le dollar, il est plus roi, les BRICS créent leur propre monnaie, les pays du Sud commercent directement entre eux sans passer par les banques occidentales, l'énergie, les terres rares, les minéraux stratégiques, tout ce qui fait tourner le monde se trouve maintenant hors d'Occident. Alors la question, c'est plus si, mais quand. Quand l'Occident acceptera-t-il de ne plus être au centre du monde? Quand réalisera-t-il qu'il est devenu dépendant de ceux qui l'exploitaient hier? Parce que l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, ce sont plus des terrains de jeu, ce sont maintenant les joueurs. Et ils savent désormais que l'arbitre occidental, il est plus crédible. Mais le vrai drame, c'est l'endormissement des peuples. L'occidental moyen vit sur un fil entre le confort et la précarité. Il a assez de sécurité pour ne pas se révolter et assez de peur pour ne pas se détendre. Et tout ça, c'est le contrôle parfait. Tu bosses, tu payes, tu scrolles, tu dors. Et tant que t'as Netflix, un smartphone et de quoi manger, tu ne bouges pas. Tu ne remets rien en question. Mais le jour où ce confort disparaîtra, le réveil, il sera brutal. Parce que dans toutes les crises, ce sont jamais les puissants qui tombent. Regarde les guerres mondiales. Les élites se sont toujours reconstruites, toujours protégées, toujours enrichies. Les morts sont toujours du côté du peuple.
Et aujourd'hui encore, on te distrait pour mieux t'endormir. On crée des problèmes artificiels pour t'éviter de penser au vrai. On te fait débattre du genre des personnages Disney pendant qu'on vend ton futur à des multinationales que tu ne connais même pas. Et c'est ça la nouvelle dictature. Et regarde la jeunesse du monde. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, les jeunes inventent, ils créent, ils se battent. Ils refusent de subir. Ils construisent leur propre modèle. Mais en Europe, aux États-Unis, c'est une génération déconnectée du réel. Elle est éduquée par les algorithmes, convaincue que militer sur un hashtag, c'est agir. Mais la Gen Z occidentale, elle a un temps de retard. Et elle risque de le payer très cher. Parce que pendant qu'elle débat de mots, les autres, eux, construisent des routes, des ports, des usines, des alliances. Le futur appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui dorment. Alors oui, l'Occident va perdre. Mais pas à cause d'un complot, pas à cause d'une guerre. À cause de son propre confort, de son arrogance et de son refus de regarder le monde tel qu'il est devenu. Mais il est jamais trop tard. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Si tu comprends ce qui est en train de se passer, partage cette vidéo. Si tu refuses de rester spectateur, commente. Et si tu penses que le monde doit changer autrement, abonne-toi. Parce que le vrai réveil ne viendra pas d'un gouvernement, ni d'un média, ni d'un gourou. Il viendra de ceux qui ont le courage de penser par eux-mêmes. Et toi, tu veux faire partie de ceux qui dorment encore ou de ceux qui ouvrent enfin les yeux ?